Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Vali, chuchote-moi une histoire. Conte breton de Pierre Jacquez, Elias. La femme de Pi. Très belle écoute à tous. Il y a eu un temps où le plus délicat plaisir du dimanche pour les commères du bourg était d'attendre l'arrivée de Pi et de sa femme dans leur char à banc peint en vert cresson avec des filets jaunes. C'était un très beau char à banc qui faisait ouvrir la bouche au notaire lui-même, possesseur d'une automobile de Dieu. Tout l'équipage était irréprochable, depuis les deux lanternes fourbies de près jusqu'à la têtière du cheval, ornée d'un œil de bœuf en cuivre de chaque côté. Quant au cheval en question, sa robe était si noire et si luisante que l'héritière la plus coquette aurait pu mettre sa coiffe des grands jours en s'y mirant. Et cependant, les commères ne regardaient pas le char à banc du riche Pi. Elles ne regardaient pas Pi non plus, ce petit homme raide à l'œil sévère qui était si fier de sa moustache blonde. Assise à côté de lui, le dépassant d'une tête, il y avait sa femme qui s'essuyait les yeux avec un mouchoir de toile fine. Elle aurait été aussi belle à voir que le cheval, sans sa coiffe légèrement de travers, ses cheveux dérangés sur la nuque, le velours froissé de ses manches et ses yeux rougis par les larmes. Les commères la détaillaient de la tête aux pieds pendant qu'elle faisait tout son possible pour leur sourire. Imperturbable derrière sa moustache, Pi laissait aller son cheval au pas le plus lent. On aurait dit qu'il faisait exprès de montrer sa pauvre femme dans cet état pitoyable. Et c'était vrai. Il venait de l'abattre l'instant d'avant. Et il tenait à le faire savoir à tout un chacun. Quand l'équipage était passé, se dirigeant vers l'église pour la grande messe, les commères hochaient la tête avec un contentement secret, tout en plaignant la femme de Pi. La pauvre, elle a encore attrapé son compte. Les hommes faisaient semblant de ne rien voir. Ils étaient mordus de jalousie parce qu'il n'y avait pas la moitié d'un parmi eux qui eût été capable de domestiquer sa femme comme faisait Pi de la sienne. Pi ne battait sa femme que lorsqu'il y avait quelques témoins présents pour aller porter la nouvelle aux populations d'alentour. L'affaire se passait toujours sur la grande route et de la même façon. « Venez ici, ma femme, disait Pi. Approchez, s'il vous plaît. Elle obéissait avec humilité. Aussitôt, son mari se mettait à la rouer de coups en criant à tue-tête. Marie-Louise, ne vous offensez pas si votre mari vous maltraite de la sorte. Vous savez qu'il est un homme violent et emporté. Et la malheureuse gémissait d'entre les coups. Faites ce qui vous plaît, Pi. Je sais que c'est pour votre bien. Le plus étonnant, c'est que Pi passait pour un homme affable et plutôt défacé dans les jours ordinaires, tandis que sa femme, qu'il était allé chercher dans le canton voisin, menait ses affaires de lait, de beurre et d'œufs avec beaucoup de fermeté au dire des marchands. C'est pourquoi les gens ne comprenaient pas comment elle se laissait martyriser par sa demi-portion de mari. Le jeu dura plusieurs années. Il aurait pu continuer jusqu'à la mort des deux époux sans l'aventure que je vais vous conter maintenant. Un jour, Pi et sa femme s'enfurent à la foire de Pancroix avec une charretée de porcelets. L'habile Marie-Louise fut chargée de les vendre au plus haut prix. Pendant ce temps, le Pi faisait le tour du quartier, la poitrine haute et le pouce à l'entournure du gilet.
Ce fut sa moustache qui causa son malheur. Elle était si bellement roulée qu'il ne pouvait s'empêcher de loucher dessus des deux yeux à la fois. Et c'est ainsi qu'il vint à heurter violemment au détour d'une rue un maraîcher de Plouhinec dont l'histoire n'a pas retenu le nom. Pi eut beau s'excuser, l'autre crut à une provocation de la part du petit homme faraud dont l'extérieur lui déplaisait fort. Il ne voulut rien entendre, ayant la tête près du bonnet, et passa tout de suite en menace. Alors le riche Pi, qui sentait venir les coups, prit la fuite au galop rouge, mais le gars de Plouhinec était déterminé à se faire les poings sur sa peau. Sur le foirail, Marie-Louise avait vendu son dernier couple de porcelets quand elle vit accourir son mari hors d'haleine, poursuivi par le maraîcher furieux. Le Pi violent et emporté en était réduit à demander aide et protection à sa femme. « Attrapez-le-moi » criait le gars de Plouhinec. « Je vais le mettre en 3 morceaux, bien qu'il n'y ait pas assez d'étoffe en lui pour faire un homme. » Marie-Louise était blême de honte et de colère. Elle empoigna son seigneur et maître par le col et elle le jeta entre les bras du maraîcher. « Allez-y hardiment, glapit-elle, et qu'il n'en reste rien. » L'autre cracha dans ses mains et se mit à corriger Pi sans ménager sa peine. La foule du marché s'était rassemblée autour d'eux. Pendant que les coups pleuvaient, Marie-Louise racontait l'imposture de Pi. « Quand je me suis mariée avec cet homme, clamait-elle, il m'a fait croire qu'il était tellement violent et emporté qu'il risquait à tout moment de tuer quelqu'un si la rage s'accumulait dans lui trop longtemps. Pour lui éviter ce malheur, je me laissais battre tous les dimanches en croyant le calmer aux dépens de ma peau. Et c'est seulement d'un poltron qui voudrait passer pour un terrible. Je vais lui faire payer ses dettes. » Quand le Pi fut proprement moulu et assommé, Marie-Louise le fit jeter dans la caisse au porcelet et le ramena chez elle. Le dimanche suivant, elle vint au bourg en conduisant elle-même le char à banc vert cresson avec des filets jaunes. Elle avait les yeux secs et sévères, sa coiffe était bien droite, ses cheveux lisses et sa robe de velours aussi parfaite que la peau du cheval noir. À côté d'elle, le pauvre Pi n'était plus qu'un petit tas d'humilité. Elle lui avait rasé sa moustache. Comment un Breton devient roi d'Angleterre? Il y avait une fois un roi d'Angleterre qui avait promis sa fille à qui lui apporterait un bateau capable d'aller sur mer et sur terre. Ses envoyés bannirent la nouvelle à travers le monde. Elle arriva aux oreilles d'un jeune Breton qui habitait dans une chaumière à l'orée d'un grand bois. Et le garde soupirait. La fille du roi n'était pas pour lui. Un soir, il est en train de manger sa soupe sur son seuil quand se présente une vieille mendiante. Le jeune homme lui donne son écuellé, n'ayant rien d'autre. La vieille lui demande ce qui lui ferait plaisir pour sa récompense. Trouver un bateau qui marcherait sur terre et naviguerait sur mer, cela me suffirait pour me marier avec la fille du roi d'Angleterre. Allez demain au bois avec votre cognier, dit la vieille, et l'on verra. Le lendemain, le voilà dans la forêt. Il affûte sa cognée et s'attaque à un chêne. Au premier coup répondent d'autres coups innombrables. Il se voit
sur les hommes et les choses. Le comte ne dit pas si le bateau était sur roue ou s'il traçait un sillon dans la terre comme une charrue. Mais vous n'avez pas envie de le savoir, moi non plus. Pendant qu'ils naviguaient par les chemins, ils rencontrèrent un homme fort occupé à s'entraver les jambes avec une corde. « Que faites-vous là ?» lui demande Yann. « Je suis obligé de me lier les jambes pour ne pas aller trop vite, » répond l'autre, « sinon je mourrai de faim. Quand je cours après un lièvre, je le dépasse comme un éclair, si bien que je n'en vois pas la couleur. C'est bien malheureux pour moi. »« Venez avec nous, mon gars, » dit Yann. « Je vous donnerai l'occasion de courir autant que vous voudrez. » Un peu plus loin, ils virent un chasseur armé d'une fronde sur le bord de la route. Il se bandait les yeux avec sa ceinture de laine. « Que faites-vous là ?» lui demande Yann. « Je suis obligé de me bander les yeux parce que je tire trop bien, » répond l'autre. « Quand j'abats du poil ou de la plume, il ne m'en reste jamais que de la bouillie. C'est bien malheureux pour moi. »« Venez avec nous, mon gars, » dit Yann. « Je vous donnerai l'occasion de tirer autant que vous voudrez. » Les voilà arrivés dans un port de mer. Pendant qu'ils traversent la ville, ils se trouvent à passer devant une boutique où l'on tue des bêtes pour nourrir les hommes. Et là, il y a un grand gaillard qui dévore les restes, qui broie les os sous ses dents, qui mâche les peaux avec le poil, qui avale même la corne des sabots. C'est pitoyable de le voir. « Vous avez l'air d'avoir grand faim, mon pauvre homme, » dit Yann. « Hélas, » répond l'autre, « je ne suis jamais arrivé à me remplir l'estomac depuis que je suis en vie. C'est bien malheureux pour moi. »« Venez avec nous, mon gars, » dit Yann. « Je vous donnerai l'occasion de vous bourrer jusqu'au nœud de la gorge. » Sur le quai du port, un homme sec lèche des barriques vides qui ont contenu un jour du vin. Sa langue fait un bruit de rabot tellement il attaque le bois pour essayer d'en tirer quelques saveurs. « Vous avez l'air d'avoir grand soif, mon pauvre homme, » dit Yann. « Hélas, » répond l'autre, « mon corps est toujours à sec et je ne peux pas me contenter avec de l'eau de puits. Si la mer était du vin, il y a beau temps qu'il n'en resterait pas une goutte. »« Venez avec nous, mon gars, » dit Yann. « Je vous donnerai l'occasion de casser votre soif avec du rouge et du blanc. » Le char navire descendit dans l'eau et fila tout droit vers l'Angleterre. Pendant qu'il remontait la rivière de Londres, il y avait une foule de gens sur les deux rives qui clamaient à tue-tête. « Voilà le fiancé de la fille du roi qui arrive. Il y aura fête avant longtemps. » Le roi et ses conseillers attendaient sur le pont de Londres. Le navire de Yann vira leurs yeux et sortit de l'eau comme s'il avait été canard, mais plus droit sur son train. Le navire de Yann vira sous leurs yeux et sortit de l'eau comme s'il avait été canard, mais plus droit sur son train. Il n'y avait pas à chercher quoi ni comment. On fit prévenir la fille d'abord, l'archevêque ensuite et les cuisinières enfin, en leur disant de se préparer pour la noce qui aurait lieu d'avant 8 jours. Or la fille n'était pas décidée à se marier avec quelqu'un qui n'était même pas prince dans son pays. Les conseillers étaient de son côté. Ils arrivèrent facilement à persuader le roi qu'il n'était pas suffisant d'avoir inventé un char-bateau pour devenir son chantre et qu'il fallait proposer d'autres épreuves au capitaine Yann. Et voilà
Laissez-moi faire, dit l'autre. Je vais vous lécher ces 2 fûts comme rien. Mais une semaine, c'est beaucoup trop. Avant 2 jours, ils sonneront le creux. Il se mit à l'ouvrage, et au milieu de la seconde journée, les 2 fûts étaient lessivés de si près qu'ils ne sentaient même plus le chêne. L'homme sec demandait à boire. Lorsque Yann se présenta devant le roi, les conseillers avaient imaginé une autre épreuve. Yann, dit le roi, vous aviez raison. C'est vraiment trop facile d'avaler 2 fûts de vin, même en 2 jours. Le vin ne fait que passer à travers nos corps, et puis il s'en va mouiller le talus à mesure. Mais si je vous proposais de manger 2 bœufs gras dans le même temps, roi, dit Yann, je vous enverrai quelqu'un qui vous débarrassera de vos 2 animaux en un tournement, y compris les os, la corne et le poil. Il alla trouver le grand gaillard et lui conta la chose. Laissez-moi faire, dit l'autre. Avant demain soir, j'aurai digéré tout cela sans laisser la moindre épluchure derrière moi. Mais dites au roi, s'il vous plaît, de préparer les 2 bœufs suivants, car j'ai grand peur de ne pas avoir mon compte. On lui tua les 2 bœufs sur le champ, et le soleil du second jour était encore haut quand la place fut nette. Le mangeur avait même dévoré une partie de la litière au passage, et on l'entendait demander quand le souper serait prêt. Alors la fille du roi dit à son père, « J'ai ici une servante qui va tous les jours me puiser 2 seaux d'eau fraîche dans une fontaine à une demi-lieue plus loin, car je ne puis supporter une goutte d'une autre eau ni dans mon corps ni sur lui. » Cette fille court plus vite que le vent. À peine est-elle partie qu'on la trouve revenue. Demandez à Yann de la battre à la course. On va rire. Quand le roi lui proposa cette nouvelle épreuve, Yann commença par se fâcher. Faites attention, roi d'Angleterre. C'est la 3e fois que vous cherchez des prétextes pour ne pas tenir vos promesses. Je vais encore vous envoyer quelqu'un pour faire honte à votre servante. Aussitôt d'après, songez à me donner votre fille. Autrement, vous feriez bien de battre tous les tambours du royaume pour appeler à l'aide vos soldats rouges. Car je suis décidé à vendre mon char-navire à l'empereur d'Allemagne. Il alla trouver le coureur et lui conta la chose. « Laissez-moi faire, dit l'autre. J'aurai terminé mon 3e tour à la fontaine avant que cette mijaurée n'ait rapporté ses premiers sous. » Il partit comme un trait, mais arrivé à la fontaine, il se dit qu'il avait le temps de faire un somme en attendant la servante qui traînait derrière. Le voilà qui ronfle contre la pierre. La fille survient, remplit ses 2 seaux sans bruit et s'en retourne au galop rouge. Elle approchait déjà du château quand Yann, inquiet, appela le tireur. « Regardez donc là-bas, dit-il, où est resté notre coureur. Il dort contre la pierre, dit l'homme aux yeux perçants. Réveillez-le tout de suite, ce chat de cendre. » L'autre saisit sa fronde et tira un caillou juste à côté de l'oreille du dormeur. Celui-ci bondit sur ses pieds, remplit ses seaux, repartit comme la foudre et dépassa la servante au moment où elle allait mettre le pied sur le seuil. Ils avaient du chaud. Voilà comment Yann de Bretagne devint roi d'Angleterre. S'il vous arrive de rencontrer le roi qui est aujourd'hui à la tête du pays, vous pouvez l'appeler cousin. La reine n'est pas votre cousine et jamais ne le sera. Mais quelle noce, mes gens, la plus belle qu'on ait jamais vue. Il y avait du cru, du cuit, du rôti, du mijoté, de la viande douce, de la viande grasse, de la viande salée. Il y avait des crêpes de froment et des crêpes de blé noir, avec le cidre de l'année et l'hydromel
nous enviait notre part. Des lièvres couraient à travers la salle, moutarde aux oreilles, moutarde au derrière, attrape qui peut. Des fourchettes plantées dans le rable, des couteaux piqués dans la panse, taille qui peut. Moi, je suis descendue aux cuisines parce que c'est là, comme on sait, que l'on trouve les meilleurs morceaux, et de tourner les broches, d'écumer les pots, d'ajuster la chante-pleurs dans les barriques. Le cidre me coulait sous la chemise, le beurre fondu bouillait dans mes sabots. Mais le grand cuisinier m'a vu. C'est un seigneur qui n'aime pas trouver des gueux dans son manoir. D'un seul coup de son sabot de papier, par-dessus les murs, les toits, les cours, les granges, les chemins et les routes, les bourgs, les villes, et par-dessus le temps lui-même, il m'a projeté jusqu'ici pour que vous entendiez